Bonsoir, je suis Sadi Lalou, le directeur de l'Institut d'études avancées de Paris. Comme vous le savez, cet Institut d'études avancées de Paris et la Fondation 2100, en partenariat avec l'Institute for Future Studies, ont lancé le concours Positive Future afin de susciter l'élaboration et la diffusion d'imaginaires mobilisateurs qui décrivent de façon convaincante et réaliste un monde vivable et désirable, en contraste, avec les visions assez dystopiques qu'on nous donne constamment du futur. Il s'agit ici non pas de futurs utopistes, mais bien de futurs possibles, dont l'avènement repose sur des scénarios qui sont avérés scientifiquement, techniquement, socialement et politiquement. Ce concours est ouvert à tous, absolument à tous, individuellement ou en groupe. Internationalement, il a pour objectif de stimuler des discours alternatifs et qui soient porteurs d'espoir à l'horizon du siècle. Pour participer au concours, vous pouvez vous inscrire sur le site positivefuture.org, positive-future avec un e.org. La date limite est le 31 mai, il vous reste donc exactement 3 semaines. Les formats acceptés sont une histoire courte, une bande dessinée, un clip vidéo ou un article de journal de fiction. Le premier prix est de 10 000 € et la remise des prix sera un moment fort sympathique avec un jury prestigieux. Il y a sur le site de positivefuture.org une série de documents rassemblés par notre conseil scientifique pour vous guider. Et nous avons une série de webinaires. Ces webinaires de Positive Future peuvent vous aider pour le concours, mais ils ont aussi un grand intérêt en eux-mêmes. Vous allez pouvoir poser des questions en direct aux intervenants. Il reste encore 3 webinaires avant la limite de remise des œuvres. Celui d'aujourd'hui, la semaine prochaine, le 17 mai, sur le sens de la ville, une approche de prospective poétique avec Georges Amar. Et ensuite, le 25 mai, un séminaire sur la restauration écologique urbaine par Marion Valère, autrement dit, comment concilier les villes et la nature. Mais aujourd'hui, donc, notre séminaire porte sur les villes après la pandémie, un sujet d'actualité, et malheureusement d'actualité qui dure, comme vous le savez tous, avec 3 intervenants. Patrick Braouezek, qui était député maire de Saint-Denis, président d'honneur du Conseil national des villes, Patrick Le Gallès, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est doyen de l'école urbaine de Sciences Po, et Bettina Laville, conseillère d'État honoraire, présidente fondatrice du comité 21. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Eh bien, c'est que, vous le savez peut-être, un nouveau rapport d'ONU Habitat publié fin mai 2001 nous dit « Dans le cadre des efforts pour se relever de la crise déclenchée par la pandémie de Covid-19, les villes peuvent réduire l'impact des futures pandémies et devenir plus équitables, plus saines et plus respectueuses de l'environnement. » Et en effet, la pandémie a révélé ce que nous savions sans en avoir toujours gardé la mémoire, à savoir que les virus aiment les villes à cause de la configuration des villes étroites et denses. Le confinement en ville a permis de mesurer la nécessité d'organiser l'espace public de manière saine, voire sanitaire. Cette nécessité correspond aussi, et ça tombe bien, aux aménagements indispensables pour protéger les citadins du réchauffement climatique avec les zones de rafraîchissement et d'autres formes de mobilité que l'automobile. L'approvisionnement de proximité devient aussi une préoccupation. Par ailleurs, il semble qu'en Europe, de plus en plus de citoyens aspirent à vivre dans des villes moyennes ou bien dans des maisons avec jardin proches d'une grande ville, ce qui pose un problème de mobilité. Enfin, la pandémie et le confinement ont accentué les précarités urbaines. Et donc, quelle est la perspective de sortie de crise dans ce domaine? C'est ce que vont nous dire nos 3 intervenants. Le premier est Patrick Le Gallès, que je présente maintenant. Patrick, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Vous êtes doyen de l'école urbaine de Sciences Po. Vous co-dirigez le groupe de recherche Cities Are Back in Town. Vous co-dirigez les archives européennes de sociologie, European Journal of Sociology. Vos travaux récents ont pour objet les recompositions de l'État en Europe. Vous avez récemment publié avec Desmond King à Oxford University Press en 2017 Reconfiguration European States in Europe. La gouvernance des grandes métropoles est un autre de vos sujets. Vous avez d'ailleurs publié Gouverner la ville numérique avec Antoine Courmont au PUF en 2019 et Gouverner la métropole parisienne aux presses de Sciences Po l'année dernière. Vous travaillez actuellement sur la financiarisation du logement et la transformation des politiques du logement à Paris et à Londres, ainsi que sur sa mobilité et les transformations urbaines avec une recherche sur les Français à Londres et les Anglais à Paris. Patrick, the floor is yours. Merci bien, merci à tous, merci à tous les participants, merci à Bettina d'avoir la ville d'avoir organisé ce séminaire ce soir.
Alors effectivement, le rapport de l'ONU que vous évoquez, UN Habitat, est sorti en nous expliquant que les villes pouvaient réduire l'impact des futures pandémies et devenir plus équitables, plus saines et plus respectueuses. Donc ça, c'est le scénario pour votre concours. On va pouvoir travailler sur ces questions-là. Alors évidemment, c'est un rapport de l'ONU. Donc on essaie de donner des directions et on espère que le monde ira vers un monde meilleur, mais ce n'est pas tout à fait certain. Alors, les séminaires sur le futur des villes après la pandémie, c'est devenu une industrie à temps complet. On pourrait passer ses journées, à peu près dans le monde entier, à suivre des séminaires sur les villes après la pandémie. Et finalement, on ne dit pas grand-chose de nouveau, mais j'essaierai de vous dire quelques éléments ce soir sur ce qui vous intéresse. Ce qui est clair, c'est que la pandémie, c'est un accélérateur des transformations en cours, et des transformations qu'on voit depuis quelques années. Le constat que l'on fait, là je parle à l'échelle mondiale, c'est que les villes ont été depuis une quarantaine d'années les leaders du développement économique, de formes de mobilité sociale, de transformation culturelle, sociale, politique dans beaucoup de sens, pour le meilleur et pour le pire, mais elles sont aussi des cibles et elles sont aussi le lieu de très gros problèmes. En gros, il faut que l'humanité invente des solutions dans toutes ces grandes villes mondiales, parce que c'est là que ça va se jouer. Elles sont les problèmes, et c'est au sein de ces villes que ces solutions peuvent être élaborées. Et à une échelle plus limitée, les villes européennes sont un lieu particulièrement intéressant où on voit énormément d'expérimentation sur ces questions de développement durable et de réfléchir sur le futur. Ce qui est clair, c'est que la pandémie, ça accélère les transitions, peut-être, ça accélère la prise en compte de questions qui sont liées au changement climatique, à la crise climatique. Il faut se rappeler que de temps en temps, on a des grandes révolutions, des grandes transformations qui bouleversent les territoires, qui bouleversent qui sont les perdants, les perdants, les gagnants, les perdants, l'endroit où les gens vont aller habiter. Ça peut être des guerres, ça peut être des pandémies comme aujourd'hui, ça peut être des transformations du capitalisme. Et je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, on oublie un tout petit peu cet aspect-là. Or, les deux sont très, très liés. C'est que ce qui se joue aujourd'hui dans les grandes villes mondiales, c'est qu'on a d'un côté des transformations du capitalisme, probablement quelque chose qui ressemble à une révolution industrielle. La façon de produire aujourd'hui de la richesse, c'est essentiellement la finance et les technologies, et un petit peu l'immobilier. Et ce qui veut dire que, or, cette économie-là du capitalisme contemporain, elle est massivement dans les villes et dans les grandes villes. Et puis en même temps, on a la crise climatique qui va remettre en cause tout un ensemble de choses, dont ce capitalisme qui va chercher à se combiner par rapport à ça. Et c'est la dynamique des deux qui va nous expliquer un tout petit peu ce qui va se passer dans les années suivantes. Et puis la troisième dynamique qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce qui va se passer dans les villes, c'est, enfin deux autres que je voudrais évoquer. La première, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi les gens vont habiter dans tel ou tel endroit. Et peut-être qu'il y aura un effet de génération. Il y a peut-être des gens qui vont moins habiter dans les villes. On va en parler. Moi, j'y crois qu'à moitié. Et ensuite, il y a comment exercer des formes d'autorité politique, c'est-à-dire comment on gouverne ces grandes villes ou ces villes moyennes et comment on essaye de créer de l'action collective et des formes d'autorité politique acceptées et des formes suffisamment puissantes pour transformer les modèles et investir dans tout un ensemble d'éléments. Donc c'est ça que je vais aborder très rapidement, et en insistant aussi sur le fait que la pandémie, c'est un bout. On a déjà eu le SARS il y a quelques années, vous vous rappelez, qui était limité plutôt aux villes globales, à quelques-unes. On a eu le sida, après tout, un grand virus qui a été gouverné, c'est le sida, et je voudrais rendre hommage aux stratégies de tout un ensemble de villes, du réseau Ville sans sida, et c'est une des choses sur lesquelles la ville de Paris est très en pointe, et donc peut-être il faut inventer maintenant les villes sans Covid, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais en tout cas, il faut se rappeler que ces pandémies, c'est un phénomène urbain, il y a toute une histoire bien sûr, mais récemment on l'a vu. Alors, deux petites choses pour commencer. Petit 1, cette pandémie, on a beaucoup insisté sur le fait qu'elle apparaît dans les villes. On sait qu'il y a environ 1500 villes dans le monde qui ont eu les cas de Covid, c'est dans le rapport de l'ONU, que 95% des contaminations se font dans les villes. Mais bon, après tout, la grande majorité des gens vivent dans les villes, donc ce n'est pas totalement surprenant. Donc, on a beaucoup mis en avant les questions de densité. Moi, je voudrais insister sur deux choses. Un, la densité, ça prend plein de formes différentes. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et surtout, ça renvoie beaucoup à des types de populations. Et surtout, ce que montre tout un ensemble de travaux, notamment d'économistes, c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre, ça se voit au Brésil, ça se voit dans d'autres pays, et les travaux beaucoup en cours là-dessus, c'est qu'en fait, il y a deux variables clés pour voir les effets de cette pandémie, notamment en termes de mortalité et de contamination. La première, c'est la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté, la pauvreté. C'est dans les quartiers les plus pauvres, et Patrick en parlera tout à l'heure, qu'on voit beaucoup, beaucoup de contamination et beaucoup, beaucoup de mortalité ou de limites graves. Donc, les effets de la pandémie, elles sont évidemment accélérés, accrus par
les conditions, les inégalités sociales et la concentration de la pauvreté. La deuxième chose, c'est qu'on a pu montrer que la mortalité notamment est liée au nombre de lits d'hôpitaux d'urgence et que quand vous avez des écarts importants, eh ben, soit c'est entre les mêmes territoires d'un pays, une partie de la région parisienne par rapport au centre de Paris, soit entre pays. Il y a beaucoup plus de lits d'hôpitaux en France qu'en Grande-Bretagne. Vous avez des effets très importants sur la mortalité. Et bien sûr, ça se démultiplie si on est dans des très grandes villes très peuplées, avec beaucoup moins de services sanitaires et de services de santé. Autrement dit, les effets de la pandémie sur les villes, ça se mesure aussi avec des échecs de gouvernance. Et ce sont des échecs de gouvernance, des manques d'investissement, des trop grandes inégalités, le manque de services en termes de santé sanitaire qui expliquent en partie les effets. A fortiori, ça veut dire que si on est capable de gouverner différemment, d'investir différemment, de travailler sur ces questions de pauvreté et d'accès aux services de santé, on pourrait avoir des effets beaucoup plus limités de la pandémie aujourd'hui ou bien demain. Donc voici sur cet aspect vraiment échec de gouvernance qui me paraît important. Et insistons sur un des effets évidemment de la pandémie, c'est que ça accroît fortement la pauvreté et la vulnérabilité des populations les plus fragiles. On commence à avoir des tas d'indicateurs dans différents pays qui vont tous dans le même sens. On parle de 40 millions de nouveaux pauvres à l'échelle mondiale, pour l'instant, déjà mesurés par la Banque mondiale, mais on sait très bien que dans le cas français, comme dans d'autres cas, on a une accentuation des situations plus difficiles. Alors, une des questions qu'on pose beaucoup, c'est au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en termes de départ des populations ? Saadi a évoqué le fait que les gens veulent travailler dans des villes moyennes et avec une maison avec un jardin. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre les manchettes des magazines à la mode ou des magazines tout simplement d'actualité et ce qu'on voit empiriquement. Et pour l'instant, on ne mesure pas très bien ces évolutions. On commence à voir des choses, donc je vais partager avec vous ce que moi je vois à partir des différentes choses que je lis et que je regarde, que j'étudie. Et les résultats sont loin d'être acquis au jour d'aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'on voit un départ massif des populations des villes pour aller vivre à la campagne dans les petites villes ? Réponse non, non et non. Petit point, premier point. Deuxièmement, quand on voit des départs, qu'est-ce qu'on voit ? Les départs que l'on voit, ils ont plutôt lieu dans la région urbaine. Donc en fait, on voit plutôt une forme de métropolisation. C'est que la métropolisation, c'est à la fois la concentration des activités au centre et la dispersion dans une aire d'influence. Donc ce qu'on voit, c'est ce deuxième élément qui quittent les villes. Là, je parle surtout de Europe, États-Unis, et notamment Londres, Paris, New York, par exemple. On voit, prenez l'exemple de Londres, par exemple, massivement, les gens qui quittent le centre de Londres vont habiter dans la région londonienne. Donc la première chose, c'est un départ. Il y a un flux, pas immense, mais il y a un vrai flux de départ de centres de villes, notamment des plus grandes, mais qui se fait dans l'aire urbaine. Donc très massivement. Ça, c'est le deuxième point qu'on voit assez fortement. La troisième chose qu'on voit, c'est que, et donc ça peut se faire évidemment dans les villes moyennes, comme l'a évoqué Sadi à très juste titre, mais souvent des villes moyennes très accessibles et qui font presque partie de la région urbaine, par exemple des villes à 1 heure de Paris, pour prendre cet exemple-là. La troisième chose, donc, c'est que ce qu'on voit aussi dans les modes de vie, et ça c'est un peu plus compliqué à mesurer, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui essaient d'avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens on voit une augmentation des locations et des achats de résidences secondaires dans un certain nombre d'endroits, alors qu'on était sur une baisse, par exemple en France, mais pas forcément pour y vivre complètement. Il y a un petit flux de gens qui va aller vivre dans le milieu rural ou dans des petites villes assez loin, et tant mieux, rien qu'un petit flux, ça peut avoir beaucoup d'effets dans ces territoires-là où il y a peu de gens, donc c'est plutôt quelque chose de très positif en termes de rééquilibrage. Mais ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des gens qui cherchent à faire évoluer leur mode de vie pour jouer un peu un pied à Paris, par exemple, ou un pied à Toulouse, et un pied dans une autre localité quelque part. Et donc, ce qui est peut-être la chose la plus intéressante, c'est comme pour le télétravail, c'est pas que les gens vont arrêter de venir travailler en ville ou vont partir, c'est que beaucoup vont chercher à équilibrer différemment le temps qu'ils vont passer en ville et le temps qu'ils vont passer dans un autre endroit. Et c'est peut-être particulièrement vrai pour la nouvelle génération. C'est une des choses qui sera intéressante. La quatrième chose qu'on voit, c'est que dans un certain nombre de cas, alors le cas de Londres est particulièrement intéressant parce que comme les logiques des marchés sont plus fortes, on les voit arriver plus vite, c'est qu'on a des gens qui quittent Londres, par exemple, et on a des gens qui arrivent. Hein. C'est-à-dire que ça, vous savez, une ville, c'est toujours des gens qui rentrent et des gens qui sortent. C'est une immense respiration, et donc il y a un tri qui est très important. Or, ce qu'on voit arriver dans certaines villes, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont partis, et notamment des gens quand même de catégories très favorisées, mais on voit aussi des catégories qui étaient peut-être moins favorisées ou des classes moyennes qui viennent habiter à Paris ou à Londres alors qu'on est plus
accès. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui partent qu'il n'y a pas d'autres gens qui arrivent. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'on est sur le déclin des villes, notamment au cas européen, mais on a peut-être une évolution des populations et peut-être un rééquilibrage, ce qui pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Enfin, sur les questions de mobilité et de logement, l'une des choses que l'on voit, c'est que les investissements, notamment dans le logement, sont très importants, y compris dans ces villes aujourd'hui. On voit à la fois un peu de retour des investisseurs qu'on appelle institutionnels, un petit peu des fonds financiers, en cas de Paris, pas beaucoup, c'est beaucoup plus important à Londres, Amsterdam. On voit des stratégies, des politiques publiques de reconversion. Donc on voit tout un ensemble d'investissements pour augmenter le nombre de logements et l'accès au logement dans ces métropoles. Et quand on regarde plus généralement les investisseurs, on voit qu'ils investissent beaucoup dans la logistique, ils investissent dans les nouveaux centres commerciaux, dans les nouveaux bureaux. Il y a une vraie crise de l'immobilier. Ça, c'est le cinquième effet qu'on voit. C'est-à-dire que l'immobilier de bureau, il y a tout un ensemble de grands centres commerciaux ou d'immobilier de bureau qui devient un peu obsolète. Mais on n'est pas encore entièrement sûr de ce que va vraiment devenir l'immobilier de bureau. On voit des baisses de surface pour tout un ensemble d'organisations, mais on voit aussi que beaucoup de gens veulent continuer à aller travailler dans ces ensembles de bureaux, y compris à la Défense ou à la City de Londres. Donc là, ce n'est pas encore réglé. On peut penser une réduction relative de la place des bureaux dans ces éléments, mais il y a toujours des investissements qui restent importants. Donc, voilà un petit peu les choses qu'on voit. Alors, ce que je voulais poursuivre, je ne vais pas être très long, c'est si on regarde un peu sur les villes et que j'oublie un tout petit peu la pandémie, est-ce que ça remet en cause les autres tendances qu'on voit généralement sur les transformations urbaines? Je vous rappelle que dans les années 1970, vous vous rappelez, 70, il y avait les punks, on disait No Future from the Cities, et on avait des déclins urbains dans tout un ensemble de villes. Vous aviez les squats à Berlin, à Francfort, à Zurich, vous aviez le déclin accentué des villes industrielles, la perte de population des villes comme Londres, stagnation pour des villes comme Paris, beaucoup. Et en fait, il s'est passé, et tous les géographes et tous les sociologues qui travaillaient sur les villes, la grande majorité écrivaient des livres qui s'appelaient La fin des villes, les villes c'est foutu, tout le monde ira à la campagne, on veut travailler dans des villes moyennes avec des maisons et des jardins. Et tout le monde écrivait des livres comme ça à la fin des années 70. Qu'est-ce qui s'est passé en 80-82? Il s'est passé exactement l'inverse. Avec la transformation du capitalisme, la globalisation, on a eu un cycle massif d'urbanisation et à l'échelle mondiale avec l'avenir des mégapoles, mais aussi partout en Europe et un peu plus tard aux États-Unis. Et la question c'est, est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on appelle le pic? Est-ce qu'on est en train de voir le début d'un cycle qui s'inverse avec un déclin des villes, peut-être, ou des plus grandes d'entre elles, et un rééquilibrage au profit des villes moyennes ou du milieu rural? On ne sait pas, mais peut-être, et peut-être qu'il y a un effet génération qui va jouer, qu'on commence à voir ce retournement. Quoi qu'il arrive, si retournement il y en a pour un moment. C'est-à-dire que c'est des choses qui s'étalent sur 30 ou 40 ans. Au jour d'aujourd'hui, on est toujours, pour l'instant, à l'échelle mondiale sur ce cycle d'urbanisation. On considère que dans les 10 ans qui viennent, il y a encore 800 millions de personnes qui iront habiter dans les grandes villes. On voit toujours le développement de quelques grandes mégapoles de plus de 30 ou 50 millions d'habitants, notamment en Asie. La Chine a un plan avec 3 mégapoles de 100 millions d'habitants, et on voit la montée en puissance des villes indiennes et des métropoles africaines. On pense que, disons, à l'échelle de 2070-2080, des villes comme Lagos, Kinshasa ou Dar es Salaam devraient arriver à 60-70 millions d'habitants. Donc ça, c'est une tendance. De l'autre, à l'échelle mondiale, et ça a des effets en Europe, les villes qui progressent le plus sont celles de 1 à 5 millions d'habitants. C'est-à-dire des villes moyennes à l'échelle mondiale, on va dire autour d'1 million d'habitants. Et c'est le cœur des villes européennes. Et ça, c'est un modèle de ville qui semble particulièrement dynamique à l'échelle mondiale. Et puis partout dans le monde, on a des bouts de territoire, des bouts de villes qui sont en déclin urbain, déclin industriel. Vous connaissez l'histoire de Détroit, vous connaissez le nord de l'Angleterre, mais on connaît aussi le nord-est de la France, mais aussi en Chine, mais aussi en Inde, mais aussi en Amérique latine. Donc on voit des évolutions contrastées sur ces questions-là. Donc la question, c'est en quoi l'épidémie, qui est en cours aujourd'hui, va avoir des effets. Et une des réponses, c'est que peut-être que ça aura extrêmement peu d'effets. J'ai commencé par identifier ce qu'on commence à mesurer et ce qu'on commence à voir. Il est possible que les effets soient pas très importants en termes de croissance urbaine en tant que telle. Peut-être que ça va simplement accélérer. On voit par exemple qu'en Afrique ou en Inde, les plus grandes mégapoles perdent des habitants. Et c'est les villes moyennes qui gagnent des habitants. Donc peut-être que c'est ça qui va se passer. C'est un accroissement de ces conceptions. Et puis pour terminer, mon dernier point, c'est de dire qu'une des choses qui est intéressante sur la pandémie, c'est de voir ce que ça produit aussi en termes d'action publique et d'action collective. C'est un des points importants du rapport UN Habitat qui a été cité. C'est-à-dire dans quelle mesure on va avoir une réorientation de la manière d'organiser ces villes, d'investir
d'essayer de traiter un certain nombre de questions qui vont de la pollution de l'air au transport, en passant par la pauvreté, les crèches, l'éducation ou la santé. Et c'est un peu ça la question. C'est-à-dire que tout le monde espère que cette crise est l'occasion de réorienter de nos modèles, de faire un peu autrement des politiques publiques et d'aller dans le sens de ce que certains appellent la transition écologique, mais je laisserai Betty Delaville développer ce point. Et là, qu'est-ce qui fait que ça va pouvoir se faire ou pas? Moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on oublie un tout petit peu, c'est que dans beaucoup de villes, si cette transition ou cette réorganisation d'investissement ou la limitation des inégalités et essayer de contribuer plus fortement à empêcher des concentrations de pauvreté ne se fait pas, c'est qu'il y a des raisons. C'est que dans toutes ces villes, il y a des intérêts, il y a des groupes, il y a des organisations qui n'ont aucun intérêt à payer plus d'impôts, à devoir partager les communs ou à subir des contraintes extrêmement fortes. Donc il faut se rappeler que ça, c'est un combat politique, et donc ça justifie le fait qu'on est sans doute dans une période où on a besoin de renforcer cette capacité d'action politique, mais qu'on a affaire à forte partie. Les grands acteurs politiques du monde d'aujourd'hui, c'est en partie de très grandes entreprises, de très grands fonds financiers, dont certains investissent, font des choses intéressantes d'ailleurs. Mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de bonnes intentions dans tous les rapports que je lis sur ce qui va se passer après la pandémie. Voilà, moi je suis un sociologue de base et politiste, je regarde aussi les groupes d'intérêt, et dans beaucoup de villes, si les choses ne se font pas, c'est qu'il y a des raisons, et qu'il y a des conflits politiques qui ne sont pas toujours gagnés par ceux qui voudraient aller dans la ville plus inclusive, etc. Donc il faut y travailler dans ce sens-là, mais on sait que ce sont des questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des thématiques qu'on voit depuis pas mal d'années qui sont de plus en plus fortes et qui ont connu une accélération. Bettina Labi en parlera, on l'a vu sur la question des transports, sur la question de l'approvisionnement en nourriture, sur la question de la gestion de l'eau, sur la question de la pollution de l'air. Là, on sent que dans plein de villes dans le monde, il y a énormément de mobilisation, d'organisations, d'associations, d'entreprises, d'autorités locales qui prennent, cette crise révèle un peu la nécessité d'aller plus loin et aussi les interdépendances quand même. Même s'il y a une volonté il y a un peu un risque, hein. On voit bien qu'il y a tout un ensemble de groupes qui disent qu'il faut rester local, ou bien national, mettons des frontières, protégeons-nous. La grande leçon malgré tout, c'est les interdépendances. C'est que ce qui se passe dans un certain nombre d'endroits dans le monde, si l'épidémie ne diminue pas en Inde dramatiquement, on ne s'en sortira pas en Europe non plus. Donc les interdépendances, me semble-t-il, apparaissent d'autant plus fortes. Il y a un groupe qui espère faire beaucoup de choses, c'est ceux qui travaillent sur les big data et qui pensent que peut-être qu'avec les data et le numérique, la crise va permettre d'accélérer les solutions technologiques. Mais comme vous le savez, les solutions technologiques, ça dépend pour qui. Et ça dépend des fois. Et je terminerai juste en disant que ce qui est très frappant dans cette crise, toujours du côté de l'autorité politique, c'est d'une part l'importance des logiques de décentralisation. Finalement, les États-nations centralisés n'ont pas très bien réussi à gérer forcément ces crises. Et que ce qu'on voit très bien apparaître à la fois dans les réseaux de villes à l'échelle mondiale, c'est la capacité dans tout un ensemble de territoires, notamment de villes, mais pas seulement, de régions, de développer des solutions et d'accélérer des transitions, de mettre l'accent sur des questions qui étaient là, mais qui étaient peut-être moins prioritaires. Donc là, il y a peut-être un effet d'abord de différenciation politique. Ce qui se joue dans le politique de ces villes est peut-être de plus en plus différencié de ce qui joue aux politiques au niveau national. Mais une fois que j'ai dit ça, qui est un peu optimiste avec cette capacité à développer des nouvelles initiatives, je n'oublie pas que l'OCDE a montré que la plupart des autorités locales verront leur budget, notamment les villes, probablement baisser de 25% en moyenne dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et donc, on va se retrouver avec ce décalage entre des volontés de mener beaucoup de politique et des moyens beaucoup plus limités qu'il ne faut pas sous-estimé. Donc on a beaucoup je termine là-dessus, je conclus, on a beaucoup d'éléments qui nous disent, voilà, il faut inventer une nouvelle gouvernance. Alors, on parle un peu moins de bonnes pratiques pour tout le monde, et ça c'est plutôt bien. On parle de gouvernance agile, souple et dynamique. Ben voyons, si c'était simple, ça se saurait. Mais on voit aussi que dans certains domaines, je prends l'exemple des villes, le réseau des villes sans sida, il y a eu des mobilisations très fortes qui ont inventé des modes de gouvernance en faisant travailler ensemble des associations, des villes, des acteurs privés, et Paris Sans Sida en est un bon exemple, hein, et ça s'est étendu à la Seine-Saint-Denis. Je ne vois pas pourquoi la crise Covid ne serait pas l'occasion justement de faire évoluer ces formes d'action collective et de gouvernance et d'accentuer ces transitions. Je rappelle là en terminant le point clé pour moi, qui est que ce que nous montre la Covid, c'est les interdépendances à l'échelle mondiale entre les villes, et deuxièmement, le fait que les effets les plus indésirables sont le résultat d'échecs de gouvernance. C'est donc à nous de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Patrick, pour cet exposé absolument passionnant.
et qui nous amène sur les questions de gouvernance et que nous aurons l'occasion de discuter tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à Bettina Laville. Bettina, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Alors, je vais vous présenter très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà. Vous êtes docteur ès lettres, Sciences Po, ENA. Vous avez dirigé plusieurs cabinets ministériels, dont celui de Brice Lalonde. Vous avez été 2 fois conseiller à Matignon pour les questions d'environnement. Vous avez coordonné pour la France la conférence de Rio, puis le protocole de Kyoto auprès du président Mitterrand. Depuis 2001, vous êtes membre du Conseil d'État, aujourd'hui honoraire, avec une interruption pendant laquelle vous avez fondé le département droit du développement durable dans un grand cabinet d'avocats. Vous présidez le conseil stratégique de la société NAMER. Vous avez été membre du board de l'UICN, de la commission du Grand Emprunt, des délégations de toutes les COP climat. Vous avez participé à la COP comme responsable scientifique des solutions COP 21. Vous êtes membre du comité scientifique de Mintelecom, de l'Institut Agro du CNRS. Vous avez écrit avec le CNRS l'ouvrage Penser des solutions pour le réchauffement climatique, l'adaptation au réchauffement climatique. Vous avez aussi publié La Machine Ronde. Vous avez, en collaboration, publié Villette Amazon, développement durable, aspect stratégique opérationnel, des centaines d'articles. J'en passe. Vous avez fondé en 1995 le comité 21 et vous le présidez aujourd'hui. Bettina, la parole est à vous. D'abord, bonsoir à tous. Effectivement, autour de ce projet de concours et du projet de la fondation et de ton établissement, Sadi, nous avons effectivement décidé de faire ce séminaire sur Ville et pandémie, sur lequel, comme Patrick l'a dit, beaucoup de choses paraissent et beaucoup de choses sont dites. Et effectivement, je partage tout à fait son avis qu'on va voir. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'engouement pour des changements de vie. On a bien vu, en tout cas, à la première pandémie, au premier confinement, parce que manifestement, ça s'est un peu calmé après, malheureusement d'ailleurs. On a beaucoup parlé du monde d'après, et dans ce monde d'après, il y avait une aspiration, en tout cas de certains, pas de tous, à changer de vie. En tout cas, si tout le monde voulait changer de vie, c'était parfois pour changer de vie que que le confinement produisait, et parfois pour changer de vie tout court, suivant les catégories sociales et la manière surtout dont les gens travaillaient ou pas pendant le confinement. Et aussi, il faut bien le dire, ça la différait si on était un homme et une femme, et ça, je crois qu'on s'en est bien rendu compte pendant le confinement. Alors, effectivement, la grande question, c'est est-ce que, au-delà de la question de savoir si la pandémie, ce choc quand même extraordinairement important de cette pandémie mondiale, est-ce que ça va transformer la vie? Est-ce que cette espèce de grand avertissement sur la manière dont le monde entier peut être contaminé par un virus à cause de la mobilité d'une part du monde entier et à cause de nos modes de vie, à la fois les rapports entre la proximité, la trop grande proximité de la nature, ou plutôt de sa destruction, avec la vie humaine, d'une part, et d'autre part, les espaces urbains dont Patrick a souligné avec raison le fait que les virus aimaient les villes, et par conséquent, les contaminations urbaines ont été effectivement extrêmement rapides et fortes et absolument dramatiques, en particulier dans certains pays pauvres. Donc la question se pose. Alors moi, je suis plutôt habituée, effectivement, tu as rappelé mon parcours, à me poser la question des villes et de la transition écologique et énergétique. Et pour moi, j'ai toujours abordé les villes sous 2 angles. Premièrement, des foyers très, très importants, et en particulier, bien entendu, toutes les grandes métropoles de pollution, en particulier de pollution d'air, d'une part, et d'autre part, des vrais réservoirs d'émissions de gaz à effet de serre, et par conséquent, des lieux de vie qu'il fallait absolument transformer et où les habitants, très souvent, se mobilisent. D'autre part, pour ça, enfin on espère, en tout cas, il y a quand même aujourd'hui une grande conscience des problèmes que provoquent en particulier les mobilités, la voiture, etc.
Deuxième aspect de la ville par rapport à la transition, eh bien, les villes se sont organisées et elles se sont organisées en réseaux de villes au niveau mondial qui ont fait bouger les choses. Et ce qu'on appelle la société civile organisée, ce sont souvent les villes. Et depuis une dizaine d'années, ça n'était absolument pas le cas dans les 10-15 années après la conférence de Rio. Les villes s'organisent, font des sommets à côté des grandes COP climat ou en dehors des grandes COP climat, et des réseaux très importants, on les connaît. Paris, d'ailleurs, a eu un rôle tout à fait considérable dans cette affaire. Et aux États-Unis, par exemple, les villes ont sauvé l'honneur des États-Unis pendant la période de retrait de l'accord de Paris du président Trump. Donc, en fait, les villes sont ambivalentes en ce sens qu'elles sont beaucoup plus gravement touchées par la pollution que d'autres contrées, quoique l'agriculture, on le sait, est également malheureusement productrice avec les modes de production agricole d'aujourd'hui de pollution, mais elles sont aussi un foyer de lutte très important contre les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la pandémie, c'est un petit peu la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'est constitué un réseau extrêmement important d'information, un réseau international, et les villes se sont échangées les constats qu'elles faisaient pour lutter contre la pandémie. Il y a une autre analogie, et ça, c'est une analogie heureuse. Vous savez, l'écologie, c'est le monde des injonctions contradictoires et des contradictions. C'est-à-dire qu'on agit, par exemple, sur des produits de remplacement, et ces produits de remplacement ont des effets écologiques tout à fait nocifs. On se dit qu'on va éviter la mobilité et on va se transmettre par Internet les documents, la communication, la connaissance, mais on voit que les serveurs sont producteurs d'énergie de manière extrêmement lourde et en particulier, puisqu'ils sont souvent dans l'hémisphère sud, sont d'épouvantables machines à effet de serre, etc., etc. Eh bien là, pour une fois, les choses vont de pair. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant parce qu'au point de vue historique, si on prend le point de vue historique, toutes les grandes réformes des villes se sont faites à cause finalement de problèmes sanitaires et pour lutter contre des épidémies ou des problèmes sanitaires. On sait parfaitement le rôle de Rambuteau et du préfet Haussmann, par exemple, dans le changement total qui a été produit à Paris au XIXe siècle. Et en fait, il n'y avait pas ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire la peur des manifestations et le fait que les manifestations sont beaucoup moins endiguables dans des petites rues que dans des grandes avenues. Il y avait aussi le fait qu'il fallait rendre Paris plus sain et qu'il fallait totalement, c'est ce qu'on a appelé l'hygiénisme, en fait, changer les quartiers pour que ce qu'on appelait au XIXe siècle les miasmes soient beaucoup moins importants. Il en est de même aujourd'hui, en fait, et on s'est bien rendu compte que alors on ne sait pas si c'est la pandémie et ou le confinement d'ailleurs qui nous ont rendu conscients de ça, que la lutte contre le changement climatique amenait quelque chose de plus en plus important et qui a été très, très négligé dans les 20 premières années de lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation. L'adaptation, c'est manifestement quelque chose qu'il faut avoir totalement à l'esprit, même si nous arrivions extraordinairement à maintenir le climat, l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés, eh bien, nous aurions un réchauffement très important et qui est encore plus sensible dans les villes. Et par conséquent, il faut lutter contre cela et on commence à avoir de grands programmes d'adaptation qui se caractérisent par la maîtrise des îlots de chaleur, donc le refroidissement des villes, le maintien d'une biodiversité importante en ville, qui passe évidemment par la multiplication des espaces verts, le fait d'utiliser les toits pour
végétalisés, toits et surface. Ça amène à la fois un refroidissement, ça amène de la biodiversité et ça amène une circulation d'air plus importante, etc., etc. Il se trouve que c'est exactement la même chose pour lutter contre la pandémie, tout simplement parce que l'air doit circuler de façon importante. Nous le savons, on voit toutes les recommandations qui passent, hein, ne serait-ce qu'ouvrez les fenêtres. Mais ouvrez les fenêtres, c'est bien joli, et promenez-vous, c'est bien joli, mais encore faut-il avoir des espaces pour se promener et faut-il avoir tout simplement de l'espace pour ne pas trop se frotter aux autres. Et par conséquent, les deux politiques vont de pair. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait important et j'allais dire de consolant par rapport, encore une fois, à toutes sortes de contradictions qu'on voit dans les politiques économiques, écologiques, sociales, etc. Il est évident que la lutte contre la pandémie, on l'a bien vu, et la différence entre le premier confinement et le deuxième confinement a été très important. Le premier confinement, on a tout fermé et dans les capitales, enfin pas dans toutes les capitales, mais à Paris, on a fermé les espaces verts parce qu'on avait peur des rassemblements. Puis peu à peu, au fur et à mesure que les épidémiologistes ont donné des informations, on s'est bien rendu compte que les regroupements, à condition que ce soit des regroupements raisonnables, dans les parcs ne provoquaient pas comment dirais-je, de contamination très importante, mais au contraire, que le fait que les gens s'aéraient était extrêmement important pour garder leur santé et le fait qu'ils restent le moins possible dans des espaces fermés. Donc en fait, encore une fois, il y a une logique dans les deux politiques et finalement, on voit que lutter pour maintenir la santé en temps de pandémie ou lutter pour maintenir la santé en temps entre guillemets normal, c'est-à-dire la normalité étant malheureusement aujourd'hui le fait que les villes soient touchées par le réchauffement climatique, c'est une même politique et ça, on a quand même assez peu de choses en ce moment peu de sujets pour se réjouir et c'en est un. D'ailleurs, ONU Habitat et le rapport a déjà été cité, ne s'y est pas trompé puisque le rapport dit, le rapport parle des villes après la pandémie et il dit des villes plus justes, plus vertes et plus saines. Je veux dire, vous lisez ce titre, plus juste, plus vert, plus saine, c'est exactement un slogan du développement durable. Eh bien, c'est aussi un slogan pour lutter contre la pandémie. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est d'ailleurs en droite ligne avec ce qu'a dit Patrick Le Gallès, c'est est-ce que finalement cette découverte d'une autre ville possible qu'on a tellement de mal à opérer pour l'environnement et qu'on a finalement plus de facilité à découvrir pour la santé, alors que les sujets d'environnement et santé ont tellement eu de mal à se décliner ensemble, est-ce que ça va nous faire changer de vie? Est-ce que, comme on le dit, tout le monde va aller vivre à la campagne? Évidemment, c'est une boutade. En tout cas, de plus de gens vont aller vivre à la campagne. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Patrick, parce qu'il a parfaitement fait la démonstration que, oui, il y a certaines tendances, mais que tout ça est extraordinairement fluctuant, hésitant, et qu'il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour en tirer des conséquences. Mais je voudrais quand même dire que moi, je suis un peu inquiète parfois de ce qu'on appelle non pas un retour à la ruralité, parce que ça, je crois qu'il y a finalement peu de perspectives là-dessus, mais que le fait que de se déplacer dans une plus petite ville ou dans une ville finalement qui est pas loin de la capitale ou des capitales, des grandes villes, mais où on peut avoir un jardin, etc., et tout simplement, finalement, un risque d'étalement urbain encore plus important qu'auparavant. Et l'étalement urbain est véritablement un ennemi de l'écologie, tout simplement parce que les transports en commun ne peuvent pas vous transporter au pied de chez vous et que la grande tentation de prendre sa voiture,
quelle voiture, hein, c'est toujours l'immense problème, est importante. Donc, une grosse observation de ma part, c'est que si jamais ce mouvement qu'on aperçoit, sans qu'il soit confirmé, s'avérait, eh bien, il faudrait véritablement faire ce qu'on aurait dû faire depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire penser l'étalement urbain de façon tout à fait différente. C'était exactement finalement comme dans les transports de marchandises, le fameux problème du dernier kilomètre. Hein. C'est-à-dire que comment fait-on pour faire les kilomètres qui vous séparent, en l'occurrence peut-être d'une station de train jusqu'à votre domicile. Bon, bah, si c'est 1 kilomètre, vous pouvez espérer que vous les faites à pied, et encore. Si c'est 10 kilomètres, vous ne les faites pas à pied, vous les faites comment, etc., etc. Et là, toute la politique de la ville, qui est une suppression, enfin un espoir de suppression de l'automobile, en tout cas de grosses diminutions de l'automobile, avec l'essor des pistes cyclables, etc., qui est aujourd'hui une politique avérée dans beaucoup de capitales, eh bien, on a un risque qu'elle soit annulée par une prise de l'automobile pour rejoindre son havre de paix rural, c'est-à-dire son petit bout de jardin. Donc ça, c'est une vraie question. Deuxième réaction à ce qu'a dit en l'occurrence Patrick, c'est effectivement la très grande variété de réactions. Et je crois que là, il faut poser le problème de l'aménagement du droit foncier. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une politique qui d'ailleurs est ancrée dans le projet de loi qui se discute au Sénat en ce moment sur climat et résilience, avec ce slogan qui est zéro artificialisation des sols. Alors, c'est très bien le zéro artificialisation des sols et c'est tout à fait important pour lutter contre le réchauffement climatique. Premièrement, parce que ça fait effectivement, ça libère des champs et des espaces verts qui donc absorbent le carbone, premièrement. Et deuxièmement, ça lutte contre des surfaces extrêmement importantes de bitume qui provoquent beaucoup d'inondations, etc. Ça, on le sait. Mais si il va y avoir une tension manifestement, parce que si les gens s'installent de plus en plus autour des villes, comme l'a dit Patrick, avec la métropolisation, avec cet aspect-là de la métropolisation, eh bien, on va avoir de plus en plus une demande de sol et par conséquent, ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété foncière va être mise à mal. Et donc, vous voyez que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, nous arrivons là à un espace de contradiction qui peut être important et qui peut, comment dirais-je, nous interroger. Troisième, comment dirais-je, système, enfin, troisième lot de remarques, si j'ose dire, sur transition énergétique, pandémie et changement de vie. On voit bien que, vous savez, on a beaucoup dit qu'on arrivait finalement à un nouvel urbanisme avec cette pandémie qui pouvait être clinique, qui pouvait être tactique, parce que je veux dire, c'est toujours une tactique de lutter contre une pandémie par d'autres espaces de circulation, etc. La tactique et la clinique, si j'ose dire, arrivant à faire l'écologie. Moi, je voudrais faire un certain nombre de remarques là-dessus. J'ai lu quelque part une assez jolie formule, c'est qu'allait faire ensemble l'effet Zoom et l'effet Greta. Et ça, c'est une vraie question parce que, en fait, aujourd'hui, on a, moi, je voudrais pas faire de pronostic, surtout devant d'éminents prospectivistes comme Sadi, comme la Fondation 2100 ou comme ceux qui écoutent, mais je pense vraiment que s'il va rester quelque chose de durable, pas au sens de la durabilité, après cette pandémie, ça va très certainement être le télétravail. Alors, le télétravail qu'on n'arrivait absolument pas à instaurer, il va rester. Alors, on ne sait pas s'il va rester de manière très importante ou un peu importante simplement, mais il va rester, et d'ailleurs, on le voit bien dans l'importance qu'accordent les partenaires sociaux à l'accord sur le télétravail. On se rend
absolument compte que pour eux, c'est un sujet social aujourd'hui devenu prioritaire. Et donc, le numérique rentre complètement dans cette transition écologique. Et le numérique, eh bien, c'est ce qui a apporté comme changement de vie aujourd'hui la pandémie. J'en veux pour preuve d'ailleurs que moi, je suis très frappée. On espère tous que toutes les mesures seront levées en juin. Et je m'aperçois que lorsque je reçois des invitations pour des manifestations en septembre, octobre, etc., je vois toujours webinaire. Ou bien je vois une partie de cette manifestation se passera en présentiel ou bien par visio, etc. Donc, on voit que ça s'est instauré. Alors, on peut considérer que c'est peut-être, comment dirais-je, encore une précaution contre une pandémie qui peut malheureusement avoir une recrudescence à l'automne prochain. On n'espère pas, mais on ne peut pas complètement l'écarter. En tout cas, certains épidémiologistes ne l'écartent pas. Mais enfin, c'est évident que le recours au numérique va rester. Et quand on avait publié au comité 21, il y a une dizaine d'années, le papier qui s'appelait « La ville, nouvel écosystème », eh bien, je crois que cet écosystème est aussi bien un système de transition énergétique qu'un écosystème numérique aujourd'hui, et que, à cause justement de la dépense énergétique que fait le numérique, là, contrairement encore une fois à ma première partie, la première partie de ce que je disais, eh bien, il y a une contradiction à résoudre. Deuxièmement, il y a aussi, et ça c'est peut-être plus pour faire un clin d'œil à notre concours d'architecture, je crois qu'il y a une invention architecturale complète qui s'ouvre aujourd'hui et qui est très certainement un espace d'innovation, voire d'innovation de rupture d'ailleurs, dans l'architecture. Finalement, on avait oublié, depuis Corbusier peut-être, que l'espace architectural était un espace qui devait faire circuler l'air, ouvrir sur la lumière, etc. On l'avait retrouvé par rapport à la transition énergétique, mais qu'est-ce que ça a du mal à s'imposer au nom seulement de la transition énergétique? Et peut-être que la pandémie va faire naître toutes sortes de maisons post-pandémie, post-Covid, aussi bien des maisons que des immeubles. Premièrement, et Patrick Le Gallès l'a dit, parce que des espaces immobiliers de bureaux, etc., vont très certainement être réduits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, premièrement? Deuxièmement, parce qu'en même temps, il va y avoir très certainement en ville un besoin, d'ailleurs ça se voit déjà, un besoin beaucoup moindre de parking, sauf peut-être en périphérie. Troisièmement, en revanche, à la bord des gares, il va y en avoir besoin. Enfin, tout ça, moi, je pense, va être un grand bouleversement. Et d'autre part, on a bien vu que au niveau des maisons et de l'espace privé des maisons, eh bien, le fait aujourd'hui de prévoir une pièce ou un lieu pour le télétravail va changer aussi l'architecture intérieure. Et ça, je crois que c'est véritablement une nouvelle réflexion pour l'ensemble des architectes. Troisièmement, et je terminerai par là, je crois qu'on voit beaucoup à quel point les jeunes ont été touchés par cette pandémie et à quel point, alors ça a révélé beaucoup d'inégalités, hein, en particulier entre les étudiants, je veux dire, ceux qui peuvent travailler dans leur famille et ceux qui ne le peuvent pas, et ça a révélé des problèmes psychiques tout à fait importants. Et on voit parfaitement que les psychiatres aujourd'hui sont débordés et que le sentiment de solitude. Alors, depuis Rainer Maria Rilke et beaucoup d'autres écrivains, la solitude est urbaine et la ville porte une maladie de la solitude. Et je crois qu'à côté de cette pandémie, on a redécouvert le fait que les urbains étaient très souvent des gens seuls, ou en tout cas qui vivaient dans la solitude, qu'ils soient des étudiants, qu'ils soient des personnes âgées, qu'ils soient aussi des femmes seules avec des enfants, on en a beaucoup parlé. Et je pense qu'il y a un nouveau psychisme qui est issu de cette pandémie, qui est tout à fait à relier avec ce qu'on appelle aujourd'hui, en matière de transition écologique, l'éco-anxiété, ou alors, vous savez, la fameuse question de Bruno Latour, où atterrir?
Le problème, Bruno Latour dit qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, on ne sait pas où atterrir. Là, si j'ose dire, on a trop atterri, c'est-à-dire qu'on s'est terré, on a été obligé, on a été assigné à résidence pour finalement survivre et pour assurer, quand on était une personne âgée, sa survie, quand on était un jeune, son éducation devant un écran, etc. etc. Et je pense que ces questions psychiques sont extrêmement importantes dans toutes les villes du monde, avec des grandes différences, évidemment, que vous voyez ces images dramatiques de bouteilles d'oxygène au marché noir à New Delhi, ou que vous voyez, ou que vous écoutiez, ou que vous entendiez aux informations des suicides d'étudiants après le confinement, eh bien, je pense qu'il y a une sorte de sociopsychisme ou d'écopsychisme qui est en train aujourd'hui de se révéler et qui devrait véritablement faire l'objet d'études par rapport aux nouvelles conditions sanitaires et environnementales que nous aurons au XXIe siècle, parce que j'ai un peu peur que toutes ces questions soient annonciatrices du siècle qui nous attend. Alors, comme je ne voudrais pas terminer par une note aussi pessimiste, je voudrais dire que heureusement, les villes réfléchissent les unes avec les autres. C'est d'ailleurs été aussi la conclusion de Patrick Le Gallès, et je voudrais appuyer cette conclusion. Et que, en fait, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale ou le destin commun, ou cette espèce de cosmopolitisme nouveau qui, malgré les tensions internationales, se révèle à cause du danger commun qui est celui que l'humanité court avec le réchauffement climatique ou la perte de biodiversité, eh bien, ça fait des réseaux de réflexion nouvelles. Et finalement, cette pandémie, si elle a malgré les morts et malgré la souffrance et malgré la crise économique qui s'annonce, un effet bénéfique, entre guillemets, c'est premièrement peut-être d'accélérer au nom de la santé la transition écologique d'une part, et peut-être enfin d'essayer de créer un humanisme nouveau qui, lui, s'appuierait véritablement sur l'expérience et le souhait d'adaptation de l'homme à ce nouvel environnement malheureux ou plus heureux si enfin on le prend en main. Je vous remercie. Bettina, merci beaucoup et merci d'avoir conclu sur une vision positive et pas une vision positive utopique, mais qui se fonde sur des choses qui se passent réellement maintenant, c'est-à-dire une coopération et des échanges accrus entre villes. Et ça nous fait une excellente transition pour passer la parole à Patrick Braouezec, qui va représenter ici encore plus que les interlocuteurs précédents, on va dire le politique. Patrick, vous avez été président de la communauté d'agglomération Peine Commune, président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, vice-président de la métropole du Grand Paris, député maire de Saint-Denis, membre du PC, vous êtes aussi questeur à l'Assemblée, président d'honneur du Conseil national des villes. Dites-nous ce que cela vous inspire, cette question de l'avenir des villes après la pandémie. Eh bien, d'abord, bonjour à chacune et à chacun, et notamment à Bettina et à Patrick. Il y a une chose que tu as oubliée dans la présentation, c'est que j'ai été aussi vice-président de CGLU, Cité des gouvernements locaux unis, et président de la commission inclusion sociale, démocratie participative et droits humains. Si je dis ceci, c'est pas pour. C'est parce que Bettina et Patrick ont fait écho du travail qu'avait mené ONU Habitat, et pas simplement ces derniers temps et dans le contexte de la pandémie. Mais rappelons-nous que Habitat 3, dont personne n'a jamais parlé, et qui pourtant posait bien les questions aujourd'hui de la ville de demain, Habitat 3 avait été un grand moment de concertation et de travail avec les villes. Moi, j'ai participé de très très près à l'élaboration de ce Habitat 3 qui s'est tenu à Quito. Donc, de la même façon, j'avais participé à Habitat 1 en 1996 à Istanbul. J'avais participé ensuite, Habitat 2, pardon, qui s'est tenu à Istanbul, puisque c'est tous les 20 ans. Et donc, je n'étais pas à Vancouver en 1967, je vous rassure, j'étais encore trop jeune. Voilà. Mais toujours est-il
que Habitat 3 avait déjà mis l'accent sur ces questions de métropolisation, sur ces questions des paradoxes, ces injonctions contradictoires qu'ont évoqué Patrick et Bettina. Alors, je vais commencer par être assez pessimiste, sans doute à cause de mes dernières lectures. Je vous avoue que la lecture des Enfants rois de Delphine Le Vigan et du bouquin de Christian Salmon, La tyrannie des bouffons, me font assez désespérer sur le devenir de la planète et le devenir de nos villes. Voilà. Donc, je suis aujourd'hui très pessimiste quelque part. Et puis, je ne suis pas certain qu'on ait un monde d'après. Je pense qu'on va avoir un monde qui va être obligé de tenir compte de ces virus, et on en aura d'autres. Et il faudra sans doute encore s'adapter. Il va falloir sans doute encore vivre autrement. Je suis assez pessimiste sur le fait qu'il y ait un monde d'après. En tout cas, s'il y a un monde d'après, et même s'il n'y a pas de monde d'après et qu'on doit faire avec le virus, comme on fait avec le réchauffement de la planète, et qu'on doit s'adapter, eh bien, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Et c'est tout l'enjeu, moi, je crois, aujourd'hui. À plusieurs reprises, Patrick a prononcé le mot capitalisme. Est-ce que ce n'est pas dans les racines du capitalisme aujourd'hui qu'il faut trouver les raisons, les causes de ces dysfonctionnements, qu'ils soient d'ailleurs climatiques, sanitaires, environnementaux? Prise de conscience, ça veut dire d'abord prendre conscience que si on a traversé cette période finalement en continuant à vivre, et c'est qu'il y a tous les premiers de corvée qui ont été à la manœuvre. Et ce n'est pas pour rien, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que tout a été dit sur ce sujet, mais ce n'est pas pour rien qu'effectivement, le département de la Seine-Saint-Denis, où il y a, pas la totalité, mais une grande partie de sa population qui est dans les centres de santé, qui se trouve derrière des bennes à ordures pour ramasser nos ordures, qui se trouve à l'entretien de la voirie, qui se trouve dans les écoles, etc. Donc, tous ces premiers de cordée, ou plutôt de corvée, mais qui finalement étaient des premiers de cordée réels, eh bien aujourd'hui, on se rend compte que sans eux, nous n'aurions pas sans doute pu traverser cette crise. Alors, il ne faut pas que de la reconnaissance avec les casseroles du soir, il faut une vraie reconnaissance. Il faut réduire les inégalités. Quand Bettina dit que la ville de demain, elle doit être plus juste, plus saine, plus verte, plus juste, ça veut dire prendre en considération que sans ces gens-là, nos sociétés ne peuvent pas tenir et que ça mérite des vrais salaires. Voilà. Et qu'on devrait ne pas lésiner pour investir dans la santé, dans l'éducation et dans la culture. Ça, c'est donc les deux premières choses. Ensuite, Patrick l'a dit, il y avait dans le travail qu'avait fait Habitat 3 avec l'ONU Habitat, il y avait aussi cette question du droit à la ville. Le droit à la ville, ce n'est pas une obligation à la ville, mais c'est un droit. Et ça rejoint toutes les questions qu'évoquait Bettina sur le prix du foncier, sur l'accessibilité finalement de la ville, l'accessibilité des métropoles pour tout le monde, quelle que soit sa situation. Ça, c'est aussi un enjeu. Troisième remarque, c'est le fait que tout le monde aujourd'hui considère qu'il y a quelque chose d'inéluctable au fait que 70 ou 80% de la population en 2050 vivra dans des grandes métropoles. On avait planché à quelques élus à New York devant les États-nations suite à notre travail au sein de la Cité gouvernement le Co-Uni, et on avait posé cette question. Est-ce que c'est inéluctable et surtout, est-ce que c'est souhaitable? Que peut-on faire contre cette métropolisation de plus en plus forte? Il faut se rappeler quand même que dans certains pays aujourd'hui, je pense notamment à des villes d'Inde ou des villes de Chine, c'est 1000 voire 2000 habitants qui chaque jour arrivent dans des bidonvilles
et s'agglutinent aux bidonvilles qui ont été construits la veille. Donc, on a ce phénomène. Je crois qu'il y a une vraie question qui est posée, c'est la question de la métropolisation. Quel type de métropolisation? Est-ce que c'est une métropolisation radio-concentrique ou bien est-ce que c'est une métropolisation qui s'appuie sur des centralités différentes, qui sont respectables d'ailleurs des histoires et des cultures? Et surtout, ces métropoles, quel lien elles tissent avec le périurbain et avec le milieu rural? Autant que l'on connaît aujourd'hui des nouvelles technologies, on devrait avoir comme première préoccupation l'aménagement numérique du territoire pour qu'au moins on soit à égalité sur cette question et qu'on ne soit pas effectivement obligé de venir en ville pour pouvoir travailler. C'est une autre question. Ensuite, je pense qu'on est sans doute je parlais de prise de conscience, la prise de conscience de ceux qui nous ont sauvés finalement pendant cette période. Et puis une autre prise de conscience, c'est qu'on ne peut plus continuer comme avant. On ne peut plus penser qu'on fera société, on fera ville et on fera société en continuant à avoir d'un côté des gated communities et puis de l'autre des quartiers de plus en plus difficiles où la violence, on le voit aujourd'hui avec les phénomènes que l'on connaît et surtout leur mise en scène médiatique, qu'on ne peut pas continuer comme ceci à développer la ville à deux vitesses. Quand je dis à deux vitesses, c'est même pas deux vitesses, c'est des villes à deux régimes. Et moi, je suis de plus en plus convaincu et c'est quelque chose que nous avions soumis lors du travail que nous avons fait avec CG élus à ONU Habitat. Et c'est d'ailleurs une maire de Mauritanie, Fatamatou, qui avait émis l'idée de ce qu'elle appelait les 4P, elle. Et depuis, moi, j'ai continué à réfléchir et je pense que c'est les 6P. Elle parlait d'un projet public-privé-peuple. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne pourra s'en sortir que si on a un projet partagé, public-privé-population, pour la planète. Et c'est le 6e P que j'ajoute. Je pense que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas bouger les consciences de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui aujourd'hui continuent à investir dans des fondations, c'est vrai qu'ils restituent de l'argent qu'ils ont gagné, mais ça serait bien plus intéressant que cet argent il soit partagé et investi en réfléchissant ensemble avec les institutions publiques, avec les gens et avec, bien sûr, ceux qui ont cet argent pour l'investir durablement. Et puis, il y a une dernière chose que je défends, c'est le fait que pour construire la ville de demain et sans doute la société de demain, et bon, j'entendais Bettina parler des architectes sur lesquels on pourrait compter pour faire de l'innovation et d'innovation qui bouleverse un peu. Mais je ne crois pas simplement aux vertus d'un seul homme, quel qu'il soit, ou d'une seule femme, quelle qu'elle soit. Je suis convaincu qu'on a besoin pour construire la ville de demain et la société de demain de toutes les expertises. Celle de l'élu. Je crois encore à la politique, malgré ce que je viens de lire, le livre de Salmon sur la tyrannie des bouffons. Je crois encore à la politique et aux hommes et aux femmes politiques. Donc, le regard et l'expertise de l'élu, le regard et l'expertise du technicien, de l'homme de l'art, que ce soit un ingénieur, l'architecte, celui qui sait faire les choses. On a besoin d'expertise de celui qui va avoir à gérer derrière. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Ce sont des matériaux qui ont été choisis, y compris des essences. Moi, je me souviens des berges du canal à Saint-Denis, où la paysagiste, on n'a pas pu la faire bouger et elle nous a mis des épineux sur les berges du canal. C'est très facile à nettoyer des épineux. Donc, si on avait écouté nos jardiniers, on ne l'aurait pas suivi et on ne les a pas écoutés. Et puis, c'est valable aussi sur des matériaux de surface, des matériaux glissants, et qui, si on avait écouté ceux qui les nettoient, on n'aurait pas fait ces choix-là. On a besoin de l'expertise des gens, l'expertise de ceux qui vont avoir à utiliser. Moi, j'ai une expérience extraordinaire de l'aventure du Stade de France où on a fait bouger des choses parce qu'on a écouté les riverains du Stade de France
pour que cet équipement, qui était quand même un équipement qui était un peu hors sol, eh ben, participe à l'animation, à l'environnement, au bien-être des habitants qui vivent à ses côtés. Il y a aussi l'expertise de Bettina, de Patrick, de tous ces gens qui ont les bagages, les réflexions, le monde universitaire, qui peuvent nous dire attention, ce que vous allez faire là, ça ne marchera pas parce qu'on l'a déjà vu ailleurs et ça n'a pas marché. Donc tous ces gens qui peuvent alerter les décideurs par rapport aux décisions qu'ils vont avoir à prendre. Et puis j'ajoute une sixième expertise, un sixième regard qui, à mes yeux, est aussi très important, c'est l'expertise de la culture, de l'artiste. On a besoin de sensibles dans nos villes. On a besoin que nos villes, on crée du sensible, que l'on fasse en sorte que la part artistique, la part culturelle émerge de ce que l'on va construire, de ce que l'on va faire. Donc c'est moi, à ces conditions-là, que je vois peut-être un horizon qui se dégagerait, qui permettrait effectivement de penser la ville autrement, de penser la planète autrement. Et si je pouvais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui vont concourir, qui vont essayer de faire en sorte que tout ce qu'on vient de dire là puisse faire partie des projets. Comment faire un projet aujourd'hui, un projet urbain, en tenant compte de toutes ces expertises, en faisant en sorte que l'ensemble des partenaires puissent y participer. Sinon, on pourra se raconter toutes les histoires que l'on veut. Si jamais d'ailleurs on passe dans le monde d'après, je crains que le monde d'après ressemble fortement au monde d'avant, avec en plus certaines habitudes qui auront été prises qui me désespèrent un peu. Je trouve qu'on prend vite l'habitude de plus se serrer la main, de se faire la bise, et je pense que ça va durer. Je pense qu'on a vite pris l'habitude de se refermer un peu sur soi-même. Je ne suis pas certain que les salles de cinéma soient pleines très vite et très rapidement, enfin, et de manière nombreuse. Je ne suis pas certain que les habitudes qui ont été prises, parce qu'il y a des injonctions contradictoires, comme l'a dit Bettina. À la fois, on se dit c'est le moment d'aller vers les commerces de proximité, il faut arrêter de faire circuler les marchandises à travers toute la planète. Et puis, d'un autre côté, Amazon et d'autres n'ont jamais été aussi florissants, parce que qui ne s'est pas fait livrer pendant cette année je ne sais combien de choses par courrier, par Amazon ou par d'autres d'ailleurs. Donc voilà, on est dans des contradictions très fortes. Faisons en sorte que si monde d'après il y a, mais moi je pense qu'on va être dans le monde pendant longtemps, le monde pendant longtemps, parce que on n'arrivera sans doute pas à éradiquer ce virus aussi facilement, et je pense qu'il y en aura d'autres, puisque de toute manière, on ne prend pas toutes les précautions qu'il faut, et que ça nécessite des investissements, je le répète, dans le domaine sanitaire, de l'éducation et de la culture. Ça me paraît être capital. C'est comme ça qu'on pourra répondre peut-être aussi à la question de Bruno Latour, que j'ai lu le livre, où atterrir. Ça dépend de nous comment on va atterrir. On est dans l'avion, là, enfin l'avion. On n'est pas dans l'avion parce qu'il en faut de moins en moins, même si on peut encore avoir comme imaginaire l'air et l'avion. Hein. Mais en tout cas, on est dans cette aventure humaine compliquée, mais je pense qu'on n'en sortira pas indemne et il va falloir qu'on s'habitue à vivre de cette façon-là aussi. Merci beaucoup Patrick Brouezec pour ce plaidoyer pour je dirais une intelligence plus collective et constructive que ce qu'on a malheureusement vécu. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que le monde du pendant va durer. Et d'ailleurs, nous n'avons vécu que, je dirais, qu'une des premières grandes crises de ce siècle. La prochaine, qui va être beaucoup plus intense, c'est simplement le résultat de celle-ci, c'est la crise économique qui nous attend à partir de janvier, ou peut-être dans certains pays, ça attendra après les élections. Mais je pense malheureusement que nous sommes certains que cette crise est devant nous.
Je voudrais d'abord, avant de faire quelques commentaires et de lancer la discussion, rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent poser leurs questions directement en utilisant ce que vous avez en bas de votre écran, le petit Q&R, et nous verrons ces questions. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent en ce moment, à poser ces questions. Elles seront vues et retransmises à nos orateurs ce soir. Alors, je voulais juste, avant de vous repasser la parole, faire une petite remarque qui est qu'il se trouve qu'on a aussi organisé une série de séminaires sur comment agir en temps de crise. Et ce que vous avez dit là sur la vulnérabilité accrue qui est révélée par la pandémie et par la crise et qui frappe surtout là où il y a des inégalités et les problèmes de gouvernance qui ne font qu'accentuer ça, résonnent de manière étrange avec ce que nous avons entendu dans ces différents séminaires. Je pense en particulier à celui sur donc la crise économique avec notamment l'économiste Esther Duflo, qui montrait clairement qu'il fallait absolument plus de justice sociale parce que plus l'organisme social, si je puis dire, plus la société est inégale, plus elle est fragile, plus elle est vulnérable et plus les crises ont un impact important. Et donc, il semble qu'il y ait un consensus, on va dire, interdisciplinaire sur cette question il faut d'abord essayer d'avoir une société qui est plus juste, plus égalitaire, ou en tout cas moins inégalitaire et bien gouvernée. Et c'est la meilleure façon de résister aux crises et d'avoir quelque chose de durable. Et cela inclut évidemment des systèmes de gouvernance qui impliquent les diverses parties prenantes. Je reviens au CIPE que citait à l'instant Patrick, donc les projets publics-privés partagés avec la population et pour la planète. Et évidemment, sans cette collégialité, on ne fait que créer plus de problèmes quand on essaye de résoudre les choses. Alors, j'avais, moi, plusieurs propositions à vous faire. La première, c'est que vous avez sans doute des questions que vous aimeriez vous poser les uns et les unes aux autres. Et j'aurais voulu savoir aussi, compléter un peu sur est-ce qu'on a des exemples antérieurs de la manière dont les villes se sont aménagées suite à des crises de ce type-là. Bettina nous citait ce qui s'était passé après, comment dire, l'hygiénisme qui avait suivi les pandémies précédentes. Est-ce qu'on a d'autres types d'exemples d'influence sur la structure des villes ou sur la structure des gouvernances de ce que peut devenir de ce que sont les aspects positifs d'une crise? C'est Patrick Le Gallès qui doit nous dire ça. Oui, il y a eu quelques exemples. Il y a eu des crises historiques climatiques qui ont conduit à des organisations, mais plus près de nous, de cette manière, on pourrait défendre l'idée que l'une des raisons pour lesquelles des pays comme la Corée ou la Chine ont peut-être mieux réagi avec un système politique différent, bien sûr, surtout pour la Chine, c'est aussi qu'ils ont beaucoup mieux appris que nous du SARS. Il y a des aménagements au Séoul, par exemple, il y a eu beaucoup de réaménagements de l'organisation qui sont liés à la crise du SARS. Donc, on a peu d'exemples de réorganisation. Encore une fois, une ville, ce n'est pas une cause qui explique toute la transformation derrière. Il y en a un peu, il y a eu quelques exemples historiques. La plupart du temps, c'est un élément important qui va accentuer des choses déjà en cours ou provoquer tout un ensemble d'aménagements un peu différents. Ce que nous dit la crise, je ne pense pas qu'on va avoir une réorganisation complète des villes après la crise, après la pandémie. Il y a beaucoup trop de choses qui vont s'en inverse. À l'inverse, ça peut accélérer des transitions en cours, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est un peu ce on dit à la fois Patrick et Bettina, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience très claire que c'est vraiment le moment pour penser précisément. Alors certains pensent qu'il faut réinventer la planification et un peu l'urbanisme, d'autres pensent il y a plusieurs manières de le penser, mais ce qui est clair, c'est que la manière dont on exerce des formes d'organisation politique et d'action collective sur ces villes, en incluant ces questions-là, ça doit produire des effets ensuite sur la manière dont on organise la ville, et puis après ça peut se décliner de l'architecture à l'urbanisme, à tout un ensemble d'autres politiques publiques. Et je trouve que c'est cette matrice-là qui peut peut-être bouger davantage.
On a justement deux questions de spectateurs anonymes qui sont un petit peu liées à ça. Alors, qui nous dit l'expérimentation du budget participatif d'Anne Hidalgo a été très réussie à Paris, avec une forte indication en faveur de projets de transition équitable, sains et verts. Ceci est un signe positif, peut-être une bonne partie des méthodes futures, dynamiques, agiles de gouvernance. Et un autre qui nous dit, en raison de l'ampleur de la transition nécessaire, conviendriez-vous qu'une grande partie est la participation du public, on est encore sur la participation, et créer une approche amusante pour que les gens contribuent à la solution de ces très graves défis. Alors, est-ce que donc, cette question de la participation dont on parle beaucoup, qui a d'ailleurs donné lieu à des expérimentations récentes, qui ont d'ailleurs aussi été critiquées, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît une bonne voie? Est-ce qu'on a vu des effets positifs sur le long terme? L'exemple du budget participatif, c'est effectivement très très bien. Ça reste quand même modeste par rapport à ce que sont en général les politiques au niveau national ou au niveau des villes. Est-ce que c'est une tendance qui se généralise? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce que c'est l'avenir, à votre avis, des villes? Je peux peut-être commencer une réponse. Les budgets participatifs, moi je vois au comité 21, nous avons de plus en plus de demandes de nos membres qui sont des différentes villes, de toute taille d'ailleurs, pour nous demander des conseils pour les réaliser. Et que ce soit des expériences de participation citoyenne qui vont jusqu'au budget participatif, etc. Ça, je pense que ça se généralise et je pense que vous savez, je dis toujours que les experts, enfin, je veux dire, le slogan de Rio, c'était du global au local et du local au global. Et puis, en fait, les 20 premières années, on a essayé de réaliser du global au local. Et maintenant, s'amorce le côté un peu contraire d'ailleurs, parce qu'on voit à quel point le global a du mal. Et en revanche, la conscientisation fait que les gens prennent finalement la transition énergétique en main ou écologique en main. Alors avec de grandes différences entre les populations, hein, il ne faut pas non plus penser que ce sentiment est partagé. En revanche, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la question, c'est d'appliquer la question à justement cette situation de crise pandémique que nous avons vue. Parce que s'il y a vraiment des enseignements à tirer, c'est l'articulation du pouvoir national et du pouvoir local. Dans le premier confinement, tout le monde, finalement, toutes les autorités locales se sont inclinées devant la décision nationale, parce que tout le monde était littéralement saisi, en fait, et l'ampleur de la pandémie, et puis d'autre part, il faut bien dire, la manière dont elle avait été endiguée en Chine, en fait, a fait que tout le monde s'est incliné sur le fait qu'il fallait se confiner, qu'il fallait un confinement normal, etc. Il n'en a pas été du tout pareil pour la suite, c'est-à-dire la suite. Finalement, nous avons une expérience de presque 1 an. Et on a bien vu que, je mets les problèmes politiques à côté, hein, les problèmes d'ordre des affirmations des uns ou des autres. Mais on a bien vu que finalement, la déclinaison commune des politiques locales et de la politique nationale était extraordinairement difficile à faire à tous égards, c'est-à-dire non seulement au niveau des décisions, non seulement au niveau de la communication des décisions, non seulement au niveau des échanges sanitaires, au niveau en fait de la concordance des décisions locales. Le pouvoir après a pris des décisions de confinement locaux qui toutes ont été critiquées, je veux dire. Enfin, pas toutes, mais la plupart, les personnes ont vécu ces différences comme des inégalités, alors que très souvent, il faut bien dire qu'elles étaient imposées par la situation épidémique, etc. Et en fait, on voit quelque chose qui, moi, est un sujet, tu parlais de la crise, mais qui est extrêmement important, à mon avis, c'est que nous n'avons pas de gouvernance de crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on arrive dans un siècle où on va avoir des crises de toutes sortes et on n'a pas réfléchi sur la gouvernance
entre guillemets, habituel de la crise. Bon. On a des gouvernances de crise pendant des crises, je dirais, presque sur le modèle de la guerre, en fait. Hein. Bon, alors je sais bien que il a été dit que la pandémie était une guerre, ce qui d'ailleurs n'est pas complètement faux, loin de là. Mais on a des plans de crise. Ces plans de crise, qui sont des plans d'évacuation, etc., n'ont pas du tout été utilisés finalement pendant la pandémie, et on a bien vu qu'il avait été mis en place une autre gouvernance de la crise avec le Conseil sanitaire, etc. Et donc, on est quelques-uns d'ailleurs à réfléchir là-dessus, et il y avait un article très intéressant de Bertrand Badré là-dessus, et je crois que dans le Monde, il y a à peu près 3-4 mois, et je pense que la gouvernance de la crise locale et nationale est quelque chose qui doit complètement être ouvert. Tout à fait. Mais moi, je me souviens quand je travaillais en entreprise, on me disait le régime dégradé, c'est le fonctionnement normal. Et donc, ça va devenir le cas de plus en plus et quelque chose de très, très tendu. Mais la question que je voudrais aussi transmettre de la part du public, là, j'ai une question de Fabienne Goubaudiman qui nous dit bonjour à tous. La question de la périurbanisation, du mitage, de l'étalement urbain, etc., était déjà centrale à la fin des années 90. En quoi est-elle différente aujourd'hui? Comment pourrait-on mieux la résoudre maintenant qu'à l'époque? Est-ce que Bettina ou Patrick, vous avez une question pour Patrick Brouezec, mais je ne sais pas s'il est encore là. Alors, j'ai l'impression qu'il a été déconnecté à un moment et je n'arrive pas à le voir se reconnecter. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Mais en attendant, est-ce que l'un de vous deux peut nous dire si donc cette question donc de l'étalement urbain, dont on a vu qu'elle était problématique, notamment pour l'occupation des sols, mais aussi pour les transports, pour beaucoup de choses, est-ce qu'on peut mieux la résoudre maintenant qu'à l'époque? Alors, premièrement, c'est des choses qu'on voit un peu partout, hein, on voit vraiment un peu partout. Il y a d'ailleurs de gros programmes de recherche là-dessus à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de réflexions. Des gens comme Éric Charme en France, il y a des grosses enquêtes là-dessus. La deuxième chose, c'est que il y a d'abord une chose qu'on connaît, c'est de façon générale, les villes, elles se portent plutôt pas trop mal s'il y a pas mal d'investissements. Elles produisent beaucoup de richesses, mais il faut pas mal d'investissements. Simplement, on a regardé toujours ça dans le centre, mais c'est vrai aussi à l'échelle de ces agglomérations. Donc, l'un des problèmes qu'on a eu dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on a fait du périurbain au sens un peu mitage, mais sans forcément mettre les moyens ensuite d'organiser la vie collective et les infrastructures qui pourraient permettre ça. Donc, on n'est plus de toute façon, c'est pas juste le centre et le périurbain. Dans toutes les grandes métropoles aujourd'hui, y compris des villes capitales régionales françaises, le périurbain, il peut aller assez loin. Et puis, on a des centralités secondaires qui se sont développées un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a été victime un tout petit peu d'éclatement communal pendant très longtemps, et que parfois, au-delà des intercommunalités, c'est là où on retrouvait ensuite tout un ensemble de choses, et qu'on n'a pas bien su collectivement organiser ce genre de choses. La région Île-de-France est bien connue, par exemple, où on se vantait pendant très longtemps d'avoir un très bon système de transport collectif à Paris, mais personne n'allait voir ce qui se passait à Creil, où il y a eu un sous-investissement de l'État pendant 25 ans dans les transports collectifs. Il y a un échec de gouvernance des transports sur la région au niveau régional. Donc, dans chacune de ces villes, et dans chacune de ce périurbain, il y a plein de mondes différents. Il y a des mondes de l'entre-soi ou de cadres supérieurs qui se protègent. Il y a des mondes qui sont largement délaissés, où on repousse les étrangers ou les précaires le plus loin possible. Il y a des petits mondes de classe moyenne très mélangés. La région parisienne est un bon exemple. Il y a plein de bouts de la région parisienne qui sont assez mélangés en termes de diversité sociale, diversité ethnique. Donc, c'est plein de mondes assez différents. La question un tout petit peu, c'est que dans le système français, on a favorisé beaucoup l'éclatement communal pendant très longtemps. Et la réorganisation qu'on a vue sur l'ensemble du territoire, qui a relativement bien marché à l'échelle des métropoles régionales, où on a des métropoles qui marchent plus ou moins bien, il y a beaucoup de problèmes démocratiques, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, mais en gros, quand on compare avec plein d'autres villes européennes, c'est pas mal ce qui s'est passé dans les métropoles françaises. C'est pas mal.
y compris pour intégrer une partie de ce périurbain. Et on a quand même pas mal de métropoles qui mettent en œuvre des politiques, qui prennent en compte, qui ont revu tout un ensemble de choses, de l'éducation au transport. C'est encore en cours, c'est pas parfait, ça a plein de soucis, mais enfin, il y a quand même du boulot qui a été fait. La région parisienne a pris beaucoup de retard, puisque tout ça n'a pas suivi la même trajectoire. Ça a progressé aussi sur la région parisienne, mais ça reste à faire, avec la création des EPT, des établissements publics territoriaux. Le Grand Paris, par contre, ça marche assez difficilement. La région Île-de-France monte en puissance sur tout un ensemble de domaines, y compris les transports. Donc on est mieux armé, mais politiquement et en termes de capacité de gouvernement et de démocratie locale qui va aller à côté, c'est pas encore extrêmement bien organisé. Si je fais le lien avec la question d'avant, on voit bien que ces deux dynamiques-là ne sont pas complètement organisées. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on connaît mieux, qu'on fait plus attention, qu'il y a plus de prise en compte de ces interdépendances, qu'il y a plus de gens qui sont mobiles entre les deux éléments, que le mythe de la ville-centre qui compte et tout le reste qui ne compte pas, c'est quand même un peu passé. Après, il y a différentes échelles qui se passent, les effets d'échelle un peu particuliers. C'est-à-dire que si vous prenez Paris, la région parisienne, vous pouvez dire que on est en train de sortir de la vision de Paris simplement au sein du périphérique et que beaucoup de transferts, beaucoup de dynamiques se font avec la première couronne. Et parfois, ça rejette le reste encore un peu plus loin. Il y a des effets relatifs de mobilité d'échelle qui font que c'est un peu difficile à prendre en compte. Ce qui est sûr, c'est que, et la prise de conscience, elle est claire, les interdépendances, elles sont massives entre les populations de deuxième couronne, par exemple, et ce qui se passe dans le centre de Paris. Donc, il y a des nécessités de gouvernance, non seulement du Grand Paris, mais aussi à l'échelle de France. Il me semble que ça monte en puissance, que c'est un peu plus important, mais qu'il y a des choses qui sont pas faites. C'est-à-dire que par rapport aux années 90, il y a beaucoup plus de prise de conscience. On n'a pas encore les capacités pour travailler sérieusement sur le foncier, sur le logement, sur les inégalités. Il y a des efforts qui sont faits sur le transport, mais il y a des dossiers très lourds sur lesquels on n'a pas tellement travaillé. Pareil sur l'éducation et sur l'offre d'éducation. Regardez les hôpitaux. Regardez les hôpitaux en région parisienne. Ils sont où les hôpitaux en région parisienne? Ils sont massivement à Paris, un tout petit peu autour. Il ne vaut mieux pas avoir un AVC quand vous êtes en extrémité de région parisienne un vendredi soir, hein, parce que vous ne serez pas en 20 minutes avec un accès à un service d'urgence dans un grand hôpital. Donc il y a beaucoup de choses qui demandent à être repensées en termes d'action collective, et ça prend du temps, et il y a des divisions politiques historiques très lourdes sur lesquelles on avance quand même assez lentement. Merci beaucoup. Mais il y a une chose qui me frappe beaucoup, pour répondre à Fabienne, moi j'entends dans ce que tu as dit, Patrick, tu as dit on n'a pas à s'organiser la vie collective et les infrastructures. Et je ne sais pas s'il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait d'abord mis vie collective, on aurait peut-être d'abord mis infrastructure. Et je pense qu'il y a vraiment eu un progrès de ce point de vue-là. Et quand Patrick Braouezec nous disait, bon, les premiers de corvée, je veux dire, il y a une prise de conscience que cette question des inégalités, de la gouvernance, de la participation, c'est quelque chose de fondamental dans le fonctionnement de la société. Il n'y a pas que la matière et l'infrastructure et l'architecture. Et ça, c'est peut-être ça qui va nous permettre d'avancer. Et j'en profite pour dire que je suis extraordinairement surpris au moment où on sait que déjà la crise économique va arriver sur nous dans quelques mois, il n'y ait pas au niveau local, spontanément, une organisation parmi les citoyens et les habitants, des associations pour commencer à se préparer à ça. On ne pourra pas dire qu'on a été surpris par la crise économique. On sait qu'elle arrive dans quelques mois. Commencez à vous préparer avec vos voisins, à voir comment vous allez faire. Il va y avoir des gens dans la rue avec des sacs de couchage. Où est-ce qu'on les met? Comment on fait? Quels sont les voisins qui sont les plus fragiles? Comment organiser les tissus de solidarité? La capacité de prévision, peut-être qu'il faudrait qu'on la mette en place, puisqu'on sait maintenant que, contrairement à tous les scénarios qu'on nous a prédits de société duale, parce que c'était dans 2100, c'était dans tous ces scénarios-là, on s'aperçoit que ceux-là sont insoutenables, pas seulement d'un point de vue moral, mais d'un point de vue technique, économique et social. Et donc, il faut mettre en place au niveau local, effectivement, ces choses-là. J'ai d'autres questions. J'en ai une de Georges Amar, qui est pour Patrick Braouezec, mais dont je ne vois pas la connexion en ce moment, qui dit quel processus de prise de conscience et le rôle effectif des artistes en cela. Et alors, est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Il y a ce côté... Au-delà du matériel, il y a un aspect culturel, moral, affectif.
Georges Amar dirait peut-être poétique, mais est-ce qu'on a vu l'efficacité de cela quelque part? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Est-ce que vous avez des suggestions, des pistes? Moi, je voudrais d'abord dire à quel point, moi, ça me paraît tout à fait capital, mais à quel point, enfin, l'espace urbain a toujours été un espace d'inspiration culturelle très important. Il y a toutes sortes de travaux en ce moment, hein. Je veux dire, il y a une effervescence autour, pas de la pandémie, mais du confinement, en fait, qu'on ne voit pas encore, sauf sur quelques murs, mais qui va très certainement apparaître au moment du déconfinement, je veux dire, parce que c'est quand même très difficile de s'exprimer quand on est artiste en ce moment. Mais je crois que, moi, je suis absolument persuadée que ce confinement a été une épouvantable source de frustration pour les artistes et une épouvantable régression de leur niveau de vie, etc., malgré les aides. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et en même temps, malheureusement, si j'ose dire, comme toute frustration, une source d'inspiration qui va éclore après. Et ça, je suis absolument persuadée qu'il va y avoir beaucoup d'œuvres. D'ailleurs, vous savez que les éditeurs en ce moment refusent les manuscrits parce qu'il y en a trop, parce que tout le monde s'est mis à écrire quelque chose. Bon, ça, c'est quand même la noblesse de la nature humaine, hein. C'est la créativité dans l'adversité. Bon. Et ça, je crois que c'est quelque chose de considérable. Et je pense aussi que cette espèce de schisme qu'on a vécu, brusque, entre comment dirais-je, de vie et de mort aussi, hein, je veux dire, véritablement, quand même, ce choc va provoquer sûrement une ère de créativité tout à fait nouvelle. Mais je ne peux pas donner d'exemple précis, c'est plutôt une intuition ou plutôt un objet de rencontre personnelle que d'exemples à vous donner. Donc, très brièvement, je partage tout ce qu'a dit Bettina. Historiquement, par exemple, dans les villes sud-américaines, il y a eu énormément de prise de conscience par des artistes, pas des artistes de rue, mais toutes sortes d'artistes visuels, de peinture, et donc ça a joué un rôle très très important dans les prises de conscience. Ça, c'est des choses. Les spécialistes des villes africaines, dont je ne fais pas partie, nous disent qu'effectivement, on voit là aussi énormément de mobilisation, de prise de conscience, d'ouverture sur tout un ensemble de questions, par la musique classiquement, mais plus généralement par tout un foisonnement d'artistes dans l'ensemble de villes africaines. Donc, on est capable de montrer de temps en temps des vagues comme ça ou des choses assez importantes. Après, mesurer l'efficacité, non, on ne sait pas, et on ne sait pas si ça a un sens en fait. Mais en tout cas, ça fait du bien. Je voyais tous les mèmes qui circulaient ou les chansons sur le confinement. Et bon, c'est un moment on va dire, de détente et de consolation. Et en même temps, ça permet de faire quand on se sent coincé un petit peu partout. Je vois que nous avons atteint et même dépassé l'heure de fin du séminaire. Je voulais, avant de vous remercier, je lis un spectateur encore anonyme, un autre qui nous dit « Il y a beaucoup à inclure en 2500 mots. Heureusement, une image peut dire 1000 mots. Bonne chance à tous avec la compétition. Merci au panel pour ces présentations et discussions très bien réfléchies. » Bonne nuit. Et effectivement, je vous rappelle que justement, votre créativité, c'est l'occasion de la mettre en pratique à l'intérieur de ce concours. Pourquoi? Parce que si on veut un monde différent, si on veut un monde d'après, il faut, pour y croire, voir ce que ça pourrait être, voir ce qui est possible et voir ce qui est raisonnablement possible. C'est pour ça que sur le site de Positive Future, vous allez trouver justement tout un tas de travaux de prospective et les interventions d'aujourd'hui nous ont encore donné des pistes. Il faudrait qu'on mette des choses sur Habitat 3, etc. Je voulais encore une fois remercier Patrick, les deux Patrick, oui. Patrick Brauzet qui est revenu. Est-ce que… J'ai eu un problème de connexion, j'en étais resté au budget participatif, moi. Oui, on s'est dit que tu allais avoir des difficultés. Il y avait une question spécialement pour toi qui était oui. le processus de prise de conscience et le rôle effectif des artistes. C'est là-dessus qu'on était en train de discuter. Et est-ce qu'il y a eu dans ton expérience des choses particulières là-dessus qui pourraient être éclairantes pour notre public et pour nous-mêmes?
Alors, sur les artistes, une expérience, voilà, l'expérience qui était la mienne, c'est au sein de mon président, parce que le paradoxe, c'est qu'on a été reconnu comme territoire de la culture et de la création, alors que nous n'avions pas la compétence culture qui était restée au niveau des villes. Donc, c'était pour nous, ça veut dire quoi? Et en fait, on s'est dit, mais il faut que la culture, l'artistique, soit le fil rouge de toutes les politiques publiques que l'on mène. Ça nous a amené à réinterroger l'ensemble des politiques publiques, de l'aménagement d'un square à la construction d'un bâtiment, enfin, tout ce qui était dans le domaine de la compétence de pleine commune, comment on met de la culture, de l'artistique dans la politique que nous menons. Et en fait, on a travaillé suffisamment en amont à chaque fois, que ce soit sur un square, sur un espace public, sur la démolition d'un bâtiment, sur la construction d'un bâtiment. On faisait des appels à projets pour des artistes et qui nous proposaient une intervention, mais suffisamment en amont, bien souvent 1 an avant la réalisation, de façon à ce qu'ils soient complètement partie prenante de la démarche et qu'ils soient aussi d'ailleurs quelque part des empêcheurs de tourner en rond, enfin pour notamment des promoteurs ou des investisseurs, de façon à ce que la question du sensible soit présente bien en amont dans la réalisation d'un équipement ou d'un espace public ou d'un square ou d'une rue, enfin voilà. Et il y a eu des trucs assez extraordinaires. Je vais prendre un exemple. La Courneuve décide de rénover sa halle du marché. On fait un appel à projet et un groupe d'artistes nous propose de faire une intervention en prenant appui sur l'histoire de la Courneuve, le mythe de la création de la Courneuve, puisqu'il paraîtrait que la Courneuve est née avec le fait qu'un cheval a tapé sur le sabot et de là est née la Courneuve. Et donc, les artistes avaient préconisé de faire en sorte que tout le monde ait une tête de cheval. Et donc, ils ont fait des déambulations dans la ville avec une tête de cheval. Les gens, lors de l'inauguration de la halle du marché, tous les gens avaient une tête de cheval. Et c'était un moment absolument magique, quoi. Et je trouve que cette intervention-là, puis on l'a vu dans les démolitions, c'est toujours très difficile, les démolitions des grands ensembles, parce que c'est une partie de ta vie qui s'écroule en même temps. Et on l'a fait depuis des années. On l'avait fait dans la première démolition à Franc-Moisin en 1987 avec les fenêtres. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux gens de faire des dessins et qu'ils accrochent à leurs fenêtres de façon à ce qu'ils visualisent leurs fenêtres au moment où ça allait s'écrouler. Voilà. Donc, il y a toujours cette volonté de faire en sorte que le sensible soit toujours présent dans la ville que l'on construit. Et je pense que ça, c'est particulièrement important. Et puis, la première question, c'était sur le processus de prise de conscience. Ouais. Oui, la prise de conscience, ça va être une histoire personnelle de chacun, hein, mais une histoire collective aussi. C'est-à-dire, soit on pousse les gens à dire arrêtons, quoi. On ne peut plus continuer comme avant. Même si on n'est pas complètement dans le monde d'après, parce qu'on va être dans le monde pendant longtemps, mais on ne peut pas continuer à penser la ville, la société, la planète avec la même logique, la même logistique, le même disque dur qu'avant. C'est pas possible. Alors, moi, je le vois, hein, on a fait un truc vachement intéressant à Venise il y a 3 ans, je vais dire il y a 2 ans maintenant, puisque ça a été reporté, mais c'était à la Biennale d'architecture. On avait travaillé, on avait aidé Nicolas Delon, et encore heureux, à travailler puisqu'ils étaient les commissaires du pavillon français, on avait travaillé avec eux et on avait organisé 2 jours avec des artistes, des promoteurs, des élus, des universitaires, des chercheurs sur la ville de demain. Voilà.
ça sera quoi la ville de demain? Si on la fait chacun de notre côté, on va continuer à provoquer ce que l'on connaît. Si on la fait ensemble, il y a peut-être une chance de s'en sortir. Il faut connaître les intérêts des uns des autres, en tenir compte, mais il faut que chacun aussi, fasse des concessions, quoi. En tout cas, ça nécessite beaucoup d'intelligence, beaucoup de conviction, parce que ça ne sera pas naturellement, c'est sûr, mais c'est normalement la force du politique. C'est la force du politique et l'artiste peut servir de catalyste. Oui, oui. Tu as raison de le souligner parce qu'on s'est aperçu que c'est souvent l'artiste qui, à un moment, faisait en sorte que tout ce beau monde-là se rapproche. L'expérience avec Rachid Kimoun, qui est un sculpteur, c'est celui qui a fait les Enfants du Monde, qui se trouvent autour de la passerelle Simone de Beauvoir là, sur Bercy, et puis il y a d'autres jeux ailleurs, et puis qui avait fait sur l'esplanade des Trocadéro une installation de tortues, de milliers de tortues avec des casques russes, anglais, américains, enfin bref. Et ICAD les a rencontrés parce qu'il avait fait des sculptures de vaches en résine qui s'abîmaient. Et on avait dit à ICAD, c'est pas possible, on ne peut pas laisser ces vaches de Rachid s'abîmer comme ça. Donc il les a refaites et il y a eu une rencontre assez extraordinaire entre un promoteur qui comptait ses sous, et ça coûtait quand même une certaine somme, et un artiste qui disait, mais investissez dans l'art pour le bien commun de tout le monde. Cet espace public le mérite, quoi. Et on avait réinstallé aussi d'ailleurs un Don Quichotte et Sancho Panza qui avait été brûlés lors des événements de novembre 2005. Pareil, ils étaient aussi en résine, donc ils avaient brûlé. Et dans le cadre de la rénovation de la cité de Stein, la cité de... zut, je vais arriver... enfin bref, la grande cité de Stein, on a réinstallé en bronze, ce coup-ci, Sancho Panza et Don Quichotte. Mais là aussi, il y a eu des interventions d'artistes qui ont fait en sorte que les gens s'approprient cette rénovation urbaine. Mais les rituels ont souvent une dimension artistique. Moi, ce que je note aussi, parce que je sais que ce webinaire va être regardé par beaucoup de gens qui sont aux affaires dans les villes, hein, c'est que non seulement c'est possible, et vous l'avez fait, mais vous l'avez fait dans un cadre qui est celui des marchés publics, avec des appels d'offres. Donc, on peut être créatif, hein, au niveau politique aussi. Et l'art, c'est ce qui permet d'avancer de manière collective. Et ça peut être un instrument d'ailleurs du politique pour créer et pour avancer. Et il y a des spécialistes de la création, c'est effectivement les artistes. Et c'est important de créer le collectif, puisqu'on a vu que ça allait être le facteur fondamental de la résilience et de la durabilité de ces villes futures, si on arrive à sortir doucement du pendant pour arriver à un après qui soit vivable. Un après. Je m'aperçois, bon, on a quand même un petit peu beaucoup dépassé, mais c'était passionnant. Je voudrais encore une fois vous remercier. Donc Bettina Laville, Patrick Bauezek et Patrick Le Gallès, l'exemple même des intellectuels, comment dire, dont nous avons besoin, qui sont à la fois des savants et des acteurs du monde politique et social. Merci encore à vous tous. On va arrêter maintenant le webinaire. Je vais vous envoyer une petite invitation personnelle pour qu'on débriefe sur Zoom si vous en avez le temps. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi aussi ce webinaire. Et il y en a deux autres. Hein, je vous le rappelle, le prochain donc avec Georges Amar et ensuite un avec Marion Valère sur des sujets tout aussi passionnants. Merci encore à vous et bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci bien. Bonsoir. Merci. Bonsoir.